The question I'm addressing is, or asking is, can Lebanon survive the Arab Spring? I will try and give some positive views and then a more negative, pessimistic, realistic view, since there are so many uncertainties and unknown variables in the region at the minute. And I suppose I should also say that my remarks come with the caveat that most academics do not like predicting what is going to happen. And with what is going on in the Middle East at the minute, I think it's a fairly impossible task. So if I'm wrong or you think I'm wrong about some of the things, don't be too surprised. But to begin thinking about this, I think we should reflect upon and consider the idea of Lebanon and Lebanon's political function in the Middle East, in the contemporary Middle East, but also in its historical sense. Lebanon is what I would describe as an outlier state, a sore thumb aside from Israel in the region, as it is premised on coexistence rather than Jacobin nationalism that has been built up by a nationalist Arab party, a Ba'athist party, or a monarchy. A coexistence between ancient, deeply ethnicized communities. Mount Lebanon and Grand Liban has faced, weathered, and succumbed to regional turmoil before. But I think it's fair to say that potentially nothing of this magnitude and the great uncertainty which is facing the region at the minute, because the post-independence state system has been shattered, and we don't know yet, and there is no clear policy either from the West or from the East as to what might replace it. So I'd say, however, Lebanon's weakness in this pluralism is its strength, as it has seen it maintain the same form of government since the pre-independence period. And while at the same time being a microcosm of Middle East conflicts, both international and conflicts over Lebanon. The fact that Lebanon still exists, I think, in a positive sense, should be viewed as something to protect, to cherish, to nurture, and some might say it's a miracle. Why? Lebanon's system of government, to my mind, is one of the most, if not the most resilient in the Arab world. This might sound like a very odd or strange thing to say about a state that has experienced 15-year civil war, a state that has experienced 15 years of Syrian hegemonic control and 8 years of deep instability and division. But nonetheless, there it is in its unconsolidated and some might argue, regressive state that it is in today. Why is it like that? Because I think it's a state where revolution and radical change is highly unlikely and so problematic that one faction or one community has never managed to win over all of the others. And those intervening in Lebanon have always made a mess of their cuisine, to begin with the French, but also the Americans, the Soviets, the Syrians, the Iranians could be next. This is to a large extent a consequence, I think, of constitutionalism in Lebanon. French constitutionalism, which built on existing political and confessional cleavages. The National Pact, which became an unwritten constitution, a constitution beneath the constitution that reinforced the constitution. And then, of course, the Taif Accords, the Taif Agreement, which amended this pact, and not in a particularly liberal sense in terms of proportional representation, but it amended it did in terms of its power structures, and sought to formally institutionalize this agreement and some of the external linkage politics that Lebanon experiences with Syria.
But this constitutionalism has been broken. It's been an uneven process, and the dereliction of Taif, the manipulation of Taif and its corruption by Hafez al-Assad's regime has made Lebanon a sort of example of clientelistic corporate consociationalism par excellence. And that's what I mean by Lebanon has regressed. If the civil war hadn't happened and Lebanon had nicer neighbours or bigger fences, I think it would have progressed in the 20th century considerably. But as from what I've just said, I think it's something that it has survived. Okay, that's the positive spin, the slightly positive spin. The more negative, realistic comments I have to make about this are Lebanon's civil war never ended, and the Lebanese certainly did not end it. The Taif Accords was imposed upon the Lebanese, and of course the old Lebanese elites were trying to seize sovereignty back at a moment of opportunity at the end of the Cold War. Of course, then again, something similar happens in 2005. The Lebanese bucked the trend and had its Arab Spring in 2005. This should not be a surprise to us in any way, because Lebanese elites, it's natural for them to take advantage of positive external variables internationally and in the region to further their own interests, which of course are never synonymous with those of their international backers, which is where Lebanon, the Lebanese parties and the Lebanese backers very often come unstuck. But in the absence of Syria, after 2005, having regained a degree of sovereignty with the military exit of the Syrians, old, frozen, fossilized Lebanese civil war conflicts re-emerge. And in the political vacuum of Syria's departure, Lebanon's monocultures realigned along new Shia-Sunni, East-West, regional and international lines. Again, the binding external linkage politics of Lebanon's confessional system, re-emerged and was clear to see after Syria's grip over the state was released. Yet during the post-2005 period, Lebanon is held back from the brink of war and has been at the brink of war. And during that period, although this might seem like an odd thing to say, I think perhaps being at the brink of civil war is the best place that Lebanon could have been, because it could have tipped over. Why? Because this at least indicates that Lebanon's factions have learnt the key lesson, one key lesson from the civil war, in that they will all be losers in a second round, because they were all really losers in the last round. Even Hezbollah, although Hezbollah comes out, and I know somebody else is going to speak about Hezbollah, so I'll not say much. Although Hezbollah comes out of the war with its weapons intact, its raison d'etre is not very Lebanese. Historians may ask in the future, what on earth interest the Shia of southern Lebanon have in being in conflict with the mighty Israelis? So after 1990, I'd say the only real winner in Lebanon was Syria. The Taif Agreement was not implemented. How should the Taif Agreement have worked? How does consociationalism work? Well, consociationalism works best if those parties to the agreement, which are sponsoring it, which are brokering it, which are behind the negotiations, in this case, which was Saudi Arabia and the United States playing a very quiet role, and Hafez al-Assad sitting in Damascus waiting for the plum of power sharing to be delivered onto his lap, i.e. the Syrian solution to Lebanon's civil war. It only works if the external parties to the conflict hold an interest in conflict resolution in and of itself, above and beyond their own selfish strategic, geostrategic, economic interests in that state. Now think about that equation, and with Lebanon at the middle of it, Lebanon has never had that sort of positive external. So it was a gamble for the Lebanese, but
is the glass half full or half empty? The Civil War ended, so I would say half full. Now, the great danger for Lebanon this time around is that Syria, the state that was consistently strong enough in the face of US and Israel to maintain its position as the only state capable of regulating or containing civil war and manipulating civil war in Lebanon between 1976 and 1989, before accepting an end to the civil war purely in its own terms and in its own interests, that Syrian state no longer exists. So while collapse in the civil war in Lebanon would undoubtedly draw in its neighbours, the safe uncertainties of the Cold War are gone. Lebanon remains expendable to the interests of external states pursuing their interests in the region. But whilst those states were pursuing their interests in the region through Lebanon, and at Lebanon's expense, what might come in the future may be more costly in terms of sovereignty for Lebanon, because if the Syrian state, the hard man of the region, the coup-proof state collapses, then it's hard to imagine that the baby may not be thrown out with the bathwater in Lebanon's case. And I think no state will come to Lebanon's rescue if Syria collapses and becomes a failed state. I think, as Fabrice mentioned, the Afghanistan of the Middle East. And I don't think the West has a policy, a solid policy towards Syria, never mind Lebanon. Why do I think that no one will come to Lebanon's rescue? Well, I'll give a couple of examples. Syria is unable, and if the state collapses and the regime retreats to Latakia, for example, and minority groups flee to Lebanon, then Syria's civil war will potentially come full cycle and become Lebanon's civil war. Israel will be drawn in, but more than ever before, the premise of Israeli intervention will be to protect and isolate, and I don't think they'll really care at what cost, if that is at all possible for Israel, to protect and isolate itself from the crisis, because I think of the leaders in the region, or the states in the region, the Israelis will be one of the most sad to see their old nemesis in Damascus go. The United States, who everybody looks to in the region for protection, for power, to back their interests, has never been, well, not since Lebanon's first civil war in 1958, has never been very successful or wholly successful in advancing its own interests through Lebanon. It failed. Henry Kissinger failed in 1976, 77. Ronald Reagan failed in 1982, 1983. Bush Sr. failed in 1989, 92, in the sense that the premise of allowing a Syrian solution to the Lebanese civil war was the same premise as Kissinger's in allowing Syria to occupy the country, was that it would be limited and regulated, and all the other Arab states would help in the reconstruction of Lebanon, and the Gulf War took the focus away from Lebanon and allowed Hafez al-Assad to consolidate his control. And of course, Bush Jr. in 2006 through the Israel-Hezbollah conflict. Moreover, the break with this Kissinger-esque realism that the second Bush administration's invasion of Afghanistan and Iraq represented in the Middle East seems to me to be clearly over. You only have to read, for example, what President Obama said in his statement about Iran this morning. It's another year and a bit away. It's not anywhere near as an aggressive approach to the Middle East. So I'd say that the United States has absolutely no appetite then for military intervention in Syria, never mind Lebanon. No one else has the power or interest to pay the cost
of ending Syria or a future Lebanese civil war. Why? Why do I think this? Well, there was no war or imminent threat of war in Iraq in 2003, yet the intervention there failed in many key aspects of what it set out to achieve. And one of those certainly was in containing Iran. The outcome of the invasion is that the United States has ended up sharing power in Iraq with Iran, which certainly must have been the absolute opposite of its intention. Because Iraq, like Lebanon, is a consociational confederal state with external linkage politics. So America has had to accept something of an Iranian solution to a degree in Iraq. And of course, as we know in Lebanon, these conflicts are very variable. The crisis in Lebanon over Syria, in its regional and international context then, is also about Iran. But the West I don't think, is going to militarily intervene in pursuit of its interests against Iran or in containing Iran a second time, as Iran, like Syria in the past in Lebanon, can turn up the heat, can turn on the tap of violence, both in Lebanon and Syria. And as we know, it has international allies that have been consistent in supporting this and holding this stalemate in place since the beginning of the Syrian crisis. Therefore, I agree with what Fabrice said earlier on, that this conflict is likely to continue, at the very least in the medium term. Why? Because Syria is not dissimilar to its neighbours, Lebanon and Iraq. Lebanon has had its civil war, and it goes on, and we know there can be no winner. The state is premised on this formula. Iraq is still in civil war, but compromise and consociational confederalism has been imposed, and the state, or the policeman, the external power that brought that system of government into being in Iraq in the first place, has retreated considerably from the position it held 5 years ago. And in terms of consociational theory, or advocates of power sharing would say, a generation at least is what a new consociation would need to stabilize and consolidate its political system. Look at Bosnia. It's still reliant on exogenous external patrons and structures to maintain that system of government. And some people say it's a protectorate. So in Syria, I would argue that there will not be a winner either. Most probably. Of course, the state could still win, but a winner in the sense, what I mean by that is that the regime wins and life goes back to normal, or the rebels win and they turn out to be a little bit like the Islamist progressives that the Muslim Brotherhood in Egypt have seemed to have turned into, working with the old military and not rejecting Western alliances or agreements with Israel. I think that is impossible as far as Syria is concerned. And there is no one either prepared to impose that upon them. And there is absolutely no culture of pluralism or democracy or power sharing in Syria, which would lead to an easy imposed solution led by Lakhdar Brahimi on the Lebanon model. I think it'll be a long time before that happens. There will be division, possibly partition, and Syria may experience a similar fate to Lebanon. Lebanon between 1967 and 2005, when the state was too weak to prevent regional and international states pursuing their foreign policy interests at its expense. So what for Lebanon in all this? Lebanon's involvement in Syria's civil war, and like all politics in Lebanon, has been incremental. Things do not happen overnight. There is historic precedent here,
as the erosion of Lebanon's sovereignty after 1967, which led to civil war in 1975, was incremental. As the PLO's presence and power became top-heavy and represented the straw that broke the back of the national pact. And I don't mean to say that and dismiss all the disproportionate power structures and other domestic issues there were at the heart of Lebanese politics at this time, but that exogenous factor was the catalyst for collapse, I think, in my view anyway. The difference in 2013 is that the party to the Lebanese conflict that is more powerful than the state, if you accept that Lebanon is a state, it's not a centralized state, itself is actually Lebanese. And of course I'm talking about Hezbollah. And with Hezbollah, I think Hezbollah has missed its opportunity, but that's easy to say because perhaps it had no opportunity to engage more radically in state building in Lebanon, and nor could it have foreseen that the Arab Spring was coming any more than anyone else. But it has missed its opportunity in the post-Civil War period to Lebanize and invest itself fully in the state, militarily, politically, economically. Whether that would have been possible is a contentious point. I realise that. But Lebanon, or Hezbollah, is torn. There's no doubt about that. It is not, and it is torn in not an entirely dissimilar way to the Sunni community in Lebanon between 1965 and 1967 and 1965 over the PLO's presence in Lebanon and its conflict with Israel. Hezbollah is also aware that its actions and involvement are damaging to Lebanon and may well break the national pact, but it cannot detach itself from Iranian foreign policy, which is continuing to support Assad any more than the Sunni community in the early 70s could take the Maronite position and detach itself from the PLO and from saying their cause is our cause and inviting and opening Lebanon's doors to regional turbulence and conflict. So to conclude, therefore, in my view, the longer the Syrian crisis goes on, the more sectarian it becomes and the more polarized the international community becomes or remains over Syria, the more Lebanon will be stretched by this politically, economically and constitutionally. When I was a boy, I remember watching a debate on television, and a British military figure, an army general or something, was involved in a talk about the Northern Ireland Troubles. And he got frustrated, and his final comment was that the damned Irish would fight each other to the last British soldier. I think one of the dangers that Lebanon faces is that the Iranians or the Saudis will fight each other to the last Lebanese. This is an old Lebanese problem. So to return to the idea of Lebanon in conclusion, the title of Theodor Hans, the German sociologist, his seminal work on Lebanon's civil war is The Decline of a State and the Rise of a Nation. I don't think the work is outdated. I think it's brilliant. I think it's probably the best thing written on Lebanon in English. I don't know about German. But the idea that the state has collapsed and the nation has risen, I think that is challenged now as well. Because if Lebanon falls into a second round of civil war, having not really ended or recovered from the first round, I think the sort of free market, slightly progressive, potentially built a system that could be built upon power sharing and consociation that it experienced before the Civil War will be a thing of the past. And the idea of Lebanon as a progressive, forward-looking, free, intellectually free, democratic society will be something for the history books. Thank you.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire quelques remarques introductives. En ce qui concerne les chrétiens, faut-il parler de chrétiens libanais, de chrétiens du Liban, ou plutôt de Libanais chrétiens, voire de chrétiens de confession chrétienne? Alors c'est peut-être moins perceptible d'un point de vue occidental, mais la nuance est pourtant de taille quand on rentre dans un contexte moyen-oriental et particulièrement un contexte libanais. Quand bien même on peut débattre de la sincérité de son choix affiché, il n'en reste pas moins que de constater qu'il n'existe pas une communauté chrétienne libanaise, mais plutôt une mosaïque chrétienne dépassant largement les frontières étatiques libanaises. Selon Boutros Labaki, les chrétiens s'inscrivent dans toutes les branches du christianisme oriental, avec son étendue sur plusieurs États depuis son éclatement au 5e siècle. Alors ça dépasserait ici le cadre de mon intervention d'expliquer les différences entre les différentes branches. Je me contenterai seulement d'évoquer ici la différence que nous avons entre ce qu'on appelle les églises uniates, donc ceux qui sont unis à Rome, et les églises autocéphales. Donc cette distinction, elle sera ensuite importante pour comprendre le positionnement des différentes communautés chrétiennes face à la crise syrienne. Il importe de mentionner également que depuis l'Empire byzantin, les chrétiens constituaient une communauté dominée, voire instrumentalisée par les forces étrangères qui se sont autoproclamés protecteurs des chrétiens, tel qu'était le cas de la France ou bien de la Russie. Cependant, depuis la montée de groupes religieux radicaux, l'équation se trouve inversée au détriment des communautés chrétiennes. Elles deviennent de plus en plus un moyen de pression politique et médiatique pour faire réagir ce qu'on appelle les Occidentaux. Alors on a ici de nombreux cas, on rappelle le cas irakien, le cas du massacre des chrétiens au Nigeria, ou encore récemment l'attaque contre les Coptes en Égypte. Mais ces dernières semblent avoir, donc ces dernières je réfère aux Occidentaux, semblent avoir tourné la page des chrétiens sous prétexte de valeurs laïques, séculiers, qui se veulent de plus en plus universels. Depuis, donc, les chrétiens d'Orient, et particulièrement ceux du Liban, ont sombré dans une vision austère de leur futur, se voyant comme une communauté sacrifiée et désormais minoritaire. Ils ont donc développé un discours qui, selon Olivier Roy, vise autant la peur vis-à-vis de la culture séculière qui s'installe de plus en plus au Liban que la peur de l'autre qui devient ensuite l'ennemi anonyme. Pour Tarek Mitri, cependant, le regard que portent de nombreux chrétiens sur leur avenir est largement brouillé par celui qui porte sur l'islamisme. Même si les efforts pour arriver à un rapprochement islamo-chrétien se sont amplifiés au lendemain de la guerre civile libanaise, avec notamment le soutien de la politique vaticane de Jean-Paul II. Toutefois, ce dialogue islamo-chrétien, placé sous le symbole de la Vierge Marie pacificatrice, a relevé d'importantes divergences, non pas côté musulman, mais côté chrétien, qui, contrairement aux musulmans unifiés sous le concept de tawhid, déploie une stratégie de muhazaza, donc de partage de gâteaux, qui va jouer en leur défaveur. Donc la crise syrienne a donc relancé ce vieux débat autour de l'unité chrétienne qui a été choisi donc ici dans ma présentation comme fil conducteur de cette analyse sur la réaction des chrétiens face à la crise syrienne. Donc je propose de traiter le sujet en 3 temps, sans prétendre d'être exhaustif sur tous les points abordés. Donc premièrement, je regarderai le traitement communautaire dont la question syrienne a été l'objet, ce qui montre une prévalence d'une solidarité plutôt communautaire sur une solidarité religieuse chrétienne. Ensuite, cela m'amènera à analyser le changement qu'a connu le traitement de la question syrienne après la visite papale au Liban le 14 septembre 2012 et son résultat, l'émergence d'une géopolitique que je qualifierais ici de catholico-orthodoxe. Le point ici est de montrer justement qu'on a beaucoup parlé du traitement
politico-politique de la crise syrienne ce matin, mais on voit également ce traitement politico-politique être dédoublé par un traitement que je qualifierais ici de religieux-religieux, voire des fois de religieux politique, mais je m'expliquerai plus tard. Enfin, en troisième partie, je m'intéresserai ensuite aux répercussions de ce rapprochement chrétien sur la scène politique libanaise, avec la percée orthodoxe sur l'échiquier politique libanais. Donc voilà les trois étapes que je propose de présenter de manière succincte. Alors Richard Verly écrivait que la tragédie des chrétiens d'Orient est d'abord celle dans laquelle s'enfonce trop souvent leur pays d'origine. En effet, dans la crise syrienne, le Liban émerge encore une fois comme une victime collatérale de cette crise sur plusieurs niveaux. Donc on en a parlé du niveau économique. Donc les sanctions imposées à la Syrie qui visaient à dessécher l'économie syrienne ont également eu des répercussions sur le Liban, et là notamment sur la population ordinaire, avec la flambée des prix, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'électricité, agrandissant ainsi le fossé social et par conséquent les tensions politico-communautaires. Rappelons à ce titre également que la politique libanaise cherchant à surpasser le communautarisme s'est construite pendant les 8 dernières années autour de la question syrienne, entraînant la division du paysage politique entre pro-syriens et anti-syriens. Donc cette division de la communauté politique est si profonde qu'elle va se transposer sur la communauté de foi. Ainsi, la préoccupation principale des dignitaires religieux est justement d'éviter cette influence politique au sein de la communauté de foi, ou du moins d'essayer de créer une force centriste, comme est en train de le faire le patriarche Rai. Alors, par le rapport des forces locales, on assiste alors à ce que j'appellerais une politisation des dignitaires religieux, fait que la négation du communautarisme sur le plan politique ne fait que renforcer. Les églises deviennent ainsi un écran entre communauté politique et communauté de foi. Cependant, cette division politique qui risque d'importer ce conflit syrien au sein de la communauté chrétienne, et notamment maronite surtout, ne se pose pas tout à fait de la même manière chez leurs confrères arméniens et grecs orthodoxes. En effet, les propos tenus par le patriarche Bechar al-Rai lors de son déplacement à Paris, on ne l'a pas oublié, n'ont pas été accueillis positivement par tous les chefs d'église. Au contraire, certains ont même cherché à s'en distancier ouvertement. Tel était par exemple le cas du catholicos des Arméniens orthodoxes, Aram I. Pour Aram I, la question de la crise syrienne demandait avant tout un traitement communautaire, ce qui est certainement aussi lié à l'histoire de la communauté arménienne. Donc les communautés arméniennes au Liban et en Syrie, ils ont connu un développement très très divers. Les Arméniens au Liban ont été soumis à plus de liberté dans l'exercice de leur culte et de leur religion. Ce n'était pas forcément le cas des Arméniens en Syrie, bien qu'on sait qu'ils ont quand même bénéficié d'un traitement de faveur. Je me permets ici d'insérer une petite anecdote qui a été aussi évoquée par Nicola Migliorino. On sait très bien que les Arméniens syriens, pour pouvoir exercer une activité politique ou associative, devaient voyager au Liban. Donc tout cela passait en fait par le Liban. Donc pour Aram I, la question en fait syrienne ne se posait pas de la façon, puisque pour lui, intervenir ici sur un plan religieux, ça sera trop risqué, parce qu'avec ou contre Assad, de toute façon, la communauté sera perdante. Alors il va donc jouer la carte communautaire, et cela se montre aussi dans ses discours, dans lesquels on voit très bien qu'il est visiblement beaucoup plus inquiet sur le rôle de la Turquie dans cette guerre que sur le sort général des chrétiens. Et je pense là-dessus, il n'a pas tort, puisque quand on regarde le développement actuel de la crise syrienne pour la communauté arménienne, elle risque justement de tourner en piège
Pourquoi ? Parce qu'on sait que la Turquie, depuis 1993, a fermé la frontière avec l'Arménie. Donc tous les Arméniens qui souhaitent quitter la Syrie aujourd'hui sont obligés, pour émigrer soit vers l'Arménie, soit vers les pays occidentaux, sont obligés de passer par le terrain de la Turquie. Et actuellement, la Turquie ne leur donne pas l'autorisation. Donc ça crée en fait cette piège arménienne que le Catholicos Aram I avait déjà en quelque sorte anticipé en disant il ne faut pas prendre position ni pour ni contre le régime. Donc à ce titre, donc, il préfère appeler à la neutralité engagée, comme cela a été déjà le cas lors de la guerre civile libanaise, pour protéger sa communauté d'un fractionnement interne, même si sur le plan politique, donc je parle ici sur le plan politique, notamment des Arméniens au Liban, vous avez effectivement des opinions pro-Assad et anti-Assad. Mais sur un plan communautaire, cela n'a pas lieu à apparaître. Passons au cas des Grecs orthodoxes. Donc la communauté grecque orthodoxe est certainement ici la plus touchée puisque c'est la communauté chrétienne majoritaire en Syrie. Beaucoup ont décidé de rejoindre le Liban où leur présence pèse lourd sur l'échiquier communautaire libanais. Une situation d'ailleurs qui pour certains rappelle l'histoire de la ville de Safita qui aurait initialement été appelée à faire partie du Liban selon le souhait de la puissance mandataire française, mais les chefs maronites s'y sont opposés, car la ville étant majoritairement grecque-orthodoxe, aurait mis en danger la prédominance maronite du Liban. Donc vous voyez, historiquement, la communauté maronite et grecque-orthodoxe, bon, ils ne sont pas les meilleurs amis non plus. Donc, par ailleurs, il convient de rappeler que les Grecs orthodoxes ont toujours été défendeurs de l'identité arabe. Plusieurs figures du nationalisme arabe et syrien, comme Michel Aflaq, donc l'un des fondateurs du BAS, ou Anton Saadeh, fondateur de PSNS, ont également été très influents au Liban en prônant une vision laïque, anticonfessionnelle et donc en quelque sorte anti-libaniste, qui a été aussi souscrit en quelque sorte par les dignitaires religieux. Donc, dans le temps, les Grecs orthodoxes avaient, et je cite ici Étienne de Vaumas, plus de défiance pour l'Occident, l'esprit latin et Rome, qu'ils n'en avaient pour les musulmans, l'islam et le Coran. Cependant, il serait ici précipité d'en déduire que les Grecs orthodoxes affichent une solidarité avec le régime syrien. Selon Siad Majed, le régime Assad a tenté de coopter des élites religieuses dans toutes les communautés en accordant un traitement de faveur à la hiérarchie des églises, ce qu'il espérait maintenant instrumentaliser dans la situation actuelle pour légitimer justement son pouvoir. Donc à ce titre, vous avez peut-être en tête que le défunt patriarche grec-orthodoxe Hazim, il avait appelé justement pour une non-intervention en Syrie. Bon, beaucoup l'ont interprété d'un point de vue politique. Personnellement, je pense pas du tout qu'il faut le prendre de cette manière. Cet appel de ne pas intervenir en Syrie, c'était justement pour protéger la Syrie et de connaître le même sort que le Liban lors de la guerre civile. Donc c'était plutôt une appellation pour une autogestion de la crise syrienne. Mais donc, pour revenir un peu sur le contexte actuel, donc, il y a eu quand même un certain changement dans l'attitude de la communauté grecque-orthodoxe vis-à-vis de la question syrienne, qui a ensuite entraîné aussi une réaffirmation communautaire qu'on n'avait pas vue comme ça auparavant chez les Grecs orthodoxes au Liban. Cette réaffirmation communautaire, elle
personnellement, je pense qu'elle est certainement aussi le résultat de l'expérience douloureuse, justement, que la communauté chaldéenne d'Irak a connue, puisque cette expérience de la communauté chaldéenne d'Irak a bien montré que l'identité arabe, vous pouvez la voir, vous pouvez l'afficher, mais ça vous sauve en rien des attaques contre les chrétiens qui sont justement devenus une cible pour faire agir la communauté internationale. Donc les groupes radicaux ne faisant pas la différence entre chrétiens pro-arabes et chrétiens pro-occidental, c'est peut-être bien ce message qui a justement facilité ce rapprochement entre grecs orthodoxes et maronites pour ce que j'appellerais très facilement une alliance d'usage. Donc pour les maronites, donc mis à part le problème de la division politique que j'avais déjà mentionné, il convient ici également à mentionner les clivages internes qui ravagent cette église et notamment la relation problématique entre le Vatican, le patriarche et les différents ordres monastiques. On sait très bien que le poids de ces ordres monastiques était fatal au patriarche Jorge pendant la guerre civile. Donc cette guerre qui se situe au sein de l'Église même, donc entre les différentes hiérarchies, entre le clergé et le patriarche, affaiblit aussi la communauté maronite et la rend vulnérable aux attaques extérieures. Ainsi, le patriarche Raïl aurait dû donc essayer de transcender justement ces clivages internes. Et selon Boulos Nahman, apparemment, il dit qu'il a plus ou moins réussi en justement combattant les ordres monastiques avec leurs propres armes, et je cite justement, en justifiant son engagement dans la cause, dans la crise syrienne, à la fois comme une obligation morale et comme une lutte de survie du christianisme oriental. Donc on voit ici que de la part des maronites, la réponse communautaire à la crise syrienne est donc dédoublée en fait d'une réponse panchrétienne pour la survie de la foi chrétienne. Et donc je pense son voyage à Damas à l'occasion de l'intronisation du nouveau patriarche grec-orthodoxe en est ici la preuve. Mais on peut voir aussi un autre point, c'est justement que le Vatican a aussi cherché à protéger Raï dans cette entreprise, puisque pour lui éviter des accusations de la part des acteurs politiques de la scène libanaise, le pape décida de l'élever à la dignité de cardinal, et en faisant cela, il montra très bien que Raï ne doit pas l'allégeance au chef politique libanais, mais qu'il doit l'allégeance uniquement au pape. Et donc la centralité ici, elle joue beaucoup. Donc ça renvoie aussi au message qu'il faut bien différencier à la fois entre affaires religieuses et affaires politiques, un message que Benoît XVI avait bien souligné lors de la cérémonie, justement, en disant que, voilà, citant la phrase de la Bible, où Jésus dit justement « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc, à travers ces trois communautés, on comprend que ce ne sont pas les mêmes motivations qui guident leur approche donc dans la gestion de la crise syrienne. Par ailleurs, trop différents sur le plan théologique, institutionnel et hiérarchique, la solidarité religieuse interchrétienne serait-elle alors une utopie ? Alors, selon un ancien membre du Middle East Council of Churches, on pourrait presque dire cela, puisque les églises, selon lui, ne sont pas suffisamment concernées par le travail interéglise. Chacune est plus intéressée à multiplier ses propres gains, une vraie stratégie, ce qu'il a dit de fromagisme. C'est aussi un problème de l'échelle, puisque les petites églises donc, qui sont en contact avec la communauté locale n'en connaissent très souvent rien des décisions qui ont été prises à un niveau beaucoup plus élevé dans l'hiérarchie de l'Église. En d'autres termes, on pourrait donc dire que les G8 et les G20 des églises souffriraient alors des mêmes pathologies que leurs pendants politiques. Ils ne font qu'office d'écran de fumée, les vraies décisions se prenant au niveau communautaire. Ce serait donc une vraie diplomatie de connivence sur un plan religieux.
Donc on est loin ici d'une politique de solidarité religieuse pan-chrétienne qui entendrait justement l'absence de frontières réelles physiques ou fictives imaginées ou apprises pour être unis dans la foi, comme si je puis me le permettre de l'insérer ici, le concept de la Oumma musulmane le veut. On comprend également que le principal ennemi du christianisme, qu'il soit oriental ou européen, n'est pas donc l'islam, mais ses propres divisions internes, le rendant vulnérable aux attaques extérieures. Donc le Liban et les réactions des divergentes communautés chrétiennes face à la crise syrienne en sont un bel exemple. Cela montre aussi que la situation dans laquelle se trouvent les communautés chrétiennes libanaises en découle en partie, et je me permets de citer ici l'ancien ministre des Affaires étrangères jordanien qui a parlé donc lors d'une conférence à l'USJ en février 2013. Il a appelé ça en fait une prostitution de la part des religions, donc une prostitution politique, et donc des discours contradictoires que les dignitaires religieux tiennent des fois. Donc vous avez ici l'émergence en fait de trois positions, puisqu'on ne peut pas parler de homogénéité au sein des communautés chrétiennes. Donc vous avez trois positionnements qu'on peut distinguer. Donc vous avez aujourd'hui des chrétiens qui craignent l'après-Assad qui est incertain et donc du coup préfèrent soutenir le statu quo. Ensuite, vous avez les chrétiens qui anticipent l'après-Assad et donc sont plus enclins de rejoindre les protestations ou les insurgés. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie, ce seront les chrétiens qui préfèrent justement rester en dehors de tout cela. Là, vous avez notamment la communauté arménienne qui affiche plutôt une neutralité engagée peut-être, ou alors ceux qui préfèrent donc quitter la région pour s'installer dans des terrains beaucoup plus sûrs, l'Occident ou les pays du Golfe. Par ailleurs, imposer une solidarité religieuse au gouvernement libanais qui prône une certaine neutralité et de la non-ingérence pour éviter le spillover, on a vu que ça n'a pas trop marché justement parce que, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais là il faudrait analyser justement les relations qui existent, les tensions qui existent entre ce qu'Elisabeth Picard appelle les Soama traditionnels, donc les leaders politiques, et les Soama spirituels, donc les dignitaires religieux. Et là encore c'est assez compliqué. Donc pour en venir à la visite papale. Donc en effet, il semblerait que la crise syrienne a été l'occasion pour le Vatican d'œuvrer pour un rapprochement entre orthodoxes et catholiques, un projet qui s'inscrit dans la politique vaticane pour sauver le christianisme dans sa disparition graduelle. Depuis plusieurs années maintenant, on observe effectivement une recrudescence de l'orthodoxie, et ce, en partie depuis M. Poutine a découvert la vertu orthodoxe pour sa politique étrangère. En septembre 2011, Benoît XVI avait fait un discours aux églises orthodoxes en Allemagne, indiquant que face à l'érosion des valeurs chrétiennes, à la concurrence des sectes et la montée en puissance de l'islamisme favorisée par les révolutions arabes, les deux églises seront tentées de faire front commun. Bien évidemment, cette nouvelle orientation de la politique vaticane dépasse ici largement le contexte libanais. Je me forcerai quand même ici de l'appliquer à celui-ci. Donc, le rapprochement entre Église maronite et Église grecque orthodoxe et russe orthodoxe s'est montré à travers plusieurs événements. Donc, premièrement, la visite du patriarche orthodoxe russe en Syrie et au Liban en novembre 2011. Puis, il est revenu pour les obsèques du patriarche Azim à Beyrouth. Ensuite, on a également la visite du patriarche Rai à Damas lors de l'intronisation donc, du nouveau patriarche grec orthodoxe Yohanna Yazdigi. Et ensuite, son récent voyage à Moscou avant d'aller justement rejoindre les cardinaux pour l'élection du nouveau pape. Donc pour Moscou, on est certain qu'ici l'enjeu syrien et libanais il est double, parce qu'à la fois il pourrait affirmer son influence dans la région
et en même temps s'établir comme leader de la communauté orthodoxe mondiale qui a besoin donc d'un protecteur dans les temps de crise. Quand on regarde un peu dans l'histoire, donc c'est pas la première fois, la Russie est bien connue pour son titre de protecteur de chrétiens orthodoxes. Ça va juste, enfin, faudrait retourner en 1777 pour retrouver donc le contrat fait avec l'Empire ottoman. Donc cette alliance catholico-orthodoxe a là non plus, à mon sens, rien à voir avec une quelconque solidarité religieuse. Là aussi, c'est encore une fois une alliance d'usage, surtout, qui permet aux chrétiens libanais d'avoir un protecteur en cas de spillover. Et ce protecteur russe, donc, pourrait effectivement aussi réjouir certains économistes, puisque ça permet un rapprochement avec les pays BRIC, donc non seulement la Russie, mais vous avez aussi une coopération sud-sud qui se renforce de plus en plus grâce aux communautés religieuses, donc chrétiennes surtout, avec le Brésil. Et cette stratégie permet au patriarche de Moscou de s'établir comme un leader mondial de la communauté grecque orthodoxe et donc de tirer en partie la légitimité de son pacte avec le Vatican. C'est également dans cette perspective que je comprendrai l'élection de Ioanna Yazigi, ancien métropolite grec orthodoxe de l'Europe, de l'Est et de Centrale, connaissant donc bien les collaborateurs du Vatican et du patriarcat moscovite. Donc c'est effectivement une décision qui peut changer la donne sur l'échiquier politique libanais. Tout cela me permet donc de passer rapidement sur les répercussions du rapprochement chrétien sur la scène politique libanaise et notamment avec cette nouvelle loi qui a vu le jour, donc cette fameuse loi orthodoxe. Donc, sur le plan politique libanais, le rapprochement des chrétiens semble y avoir donc laissé ses traces avec le rassemblement orthodoxe. Ce projet, sortant de la plume du militant des droits de l'homme, Wael Khair, qui est également professeur donc, à l'université libanaise, il l'a en fait écrit il y a 7 ans lors de son engagement au sein du rassemblement libanais orthodoxe. Et ce fameux projet a été récemment recyclé par le député Eli Fersli du Rassemblement orthodoxe, donc à un moment qui est extrêmement propice pour qu'un tel projet puisse effectivement passer. Le projet, donc, qui propose une parité absolue entre chrétiens et musulmans serait alors un moyen pour avancer vers l'unité chrétienne en mettant fin à la guerre froide interchrétienne entre le bloc du 14 mars et le 8 mars. Donc ça crée en fait une stabilité politique entre les chrétiens. Ensuite, il permettra également d'éviter l'instrumentalisation des inégalités par des acteurs étrangers. Donc le raisonnement du diviser pour mieux régner, est-ce que cela aurait encore sens ? J'en suis pas convaincue parce que justement, on est dans une logique de juste représentativité. Il encouragerait également le dialogue islamo-chrétien, ainsi que le dialogue sur les droits de l'homme. Et ce sera en quelque sorte aussi, pour prolonger un peu l'intervention de Aré de ce matin, ce sera également un moyen de prévenir justement une instabilité qui pourrait être amenée au Liban avec l'arrivée des différents réfugiés. Donc ce projet aurait, sinon plusieurs, au moins un mérite crucial pour la situation dans laquelle se trouvent les communautés chrétiennes et musulmanes libanaises face à la crise syrienne. Il pourrait leur éviter une importation de la crise syrienne en prévenant tout conflit interconfessionnel, car la compétition aura lieu au sein de chaque communauté confessionnelle et non pas entre elles. Et là, effectivement, si on pose le problème ainsi, on voit tout de suite derrière réémerger l'intérêt que pourraient avoir les institutions religieuses ici. Donc les institutions religieuses se verraient ainsi renforcées, non pas comme un acteur politique, mais un acteur surtout sur un plan social pour en quelque sorte
veiller sur la cohésion sociale, comme c'est déjà le cas côté arménien. Quand vous regardez comment la communauté arménienne est construite au Liban, vous avez donc les détenteurs du pouvoir, qui sont les partis politiques. Vient ensuite le rôle du catholicos, qui, lui, n'a pas un fonctionnement politique, mais il joue avant tout le rôle de gardien de la cohésion communautaire et, en quelque sorte, l'interlocuteur également avec les autres dignitaires religieux, qu'ils soient le moufti ou le patriarche maronite. Donc cette approche, contrairement à ce qu'on a pu entendre dire souvent, je ne pense pas que cette approche soit effectivement anti-laïque, loin de là. Mais bon, on pourra discuter sur cela peut-être. Donc pour conclure, donc la situation actuelle dans laquelle se trouvent chrétiens et musulmans libanais fait émerger, selon moi, 3 questions fondamentales qui sont plus ou moins liées les unes et les autres. Donc la première porte sur l'allégeance citoyenne, et donc c'est une question qui a été déjà posée par Ahmed Beydoun en 1984. L'allégeance des individus ou des groupes sociaux doit-elle se porter vers l'État libanais ou vers les communautés qui le composent? Donc après 40 ans d'intervalle et quelques conflits de plus malheureusement, nous pourrons lui répondre que l'État doit désormais composer avec des acteurs aux allégeances multiples. Les allégeances deviennent un processus de négociation et de tractation permanent entre l'individu ou les groupes sociaux, la communauté, l'État et encore d'autres acteurs extérieurs à cet État. Or, quand l'État est faible, voire quasi absent, comme dans le cas de Liban, c'est souvent l'allégeance communautaire qui l'importe, surtout dans les sociétés reposant sur un système tribal, pour reprendre l'expression d'Elisabeth Picard. La deuxième question qui se pose est celle de la tolérance, ou, pour reprendre la terminologie de Michael Walzer, de toleration. Héritier d'un empire multinational, le Liban a été imaginé comme une démocratie consociative sur le principe de la coexistence impériale. Cependant, depuis la fin de la guerre civile, qui a détruit la notion de ta'ayush, donc de coexistence, la remplaçant par la peur de l'autre et la méfiance mutuelle, 2 choses, donc cette méfiance mutuelle et la peur donc, de l'autre sont 2 choses qui ont été extrêmement exploitées par des acteurs étrangers. Donc, depuis les discours de minorités en danger, on les a vus émerger non seulement côté chrétien, mais aussi côté musulman. Et la question est donc pourquoi ? Pourquoi on voit en fait les discours minoritaires émerger des 2 côtés, alors que si on regarde statistiquement les chiffres, la communauté musulmane aujourd'hui, elle n'est pas une communauté minoritaire au Liban. Bon, je laisse cette question ouverte. La troisième question que sur laquelle j'aimerais donc aussi conclure, c'est celle justement sur la notion de la laïcité ou sécularité du gouvernement, enfin, une notion que le gouvernement libanais a cherché justement d'adopter ou de copier depuis un certain temps. La question qui se pose pour moi, c'est dans quelle mesure en fait la sécularité ou la laïcité renforce-t-elle en fait le développement du communautarisme en permettant justement une politique de laisser-faire sur le plan privé et justement une non-ingérence. Donc en Syrie, on l'a vu, le régime Assad, on a beau l'appeler séculier, selon Elisabeth Picard, il est séculier de façade, mais quand on creuse un peu, il est extrêmement communautariste. Dans la même lignée de pensée, je rappellerai ici également les propos tenus par Olivier Roy, qui nous dit dans son livre « La Sainte Ignorance » que
sécularisation où la laïcité est en fait le meilleur ami de tous les fondamentalismes. Donc, regarder le traitement chrétien de la crise syrienne sous cet angle nous permet peut-être de comprendre un peu mieux leurs choix politiques actuels. Ceux-ci méritent toujours d'être nuancés, puisque, encore une fois, l'homogénéité chrétienne n'existe pas. En tout cas, le Liban reste ainsi un message à méditer par tous les leaders politiques et peut-être un bon début pour réouvrir le débat sur ce qu'on appelle en fait la laïcité. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc ce papier que je vais présenter ici est intitulé « Les quartiers populaires de Tripoli à l'heure de la crise syrienne ». Et il fait partie d'une thèse de doctorat que je suis en train d'essayer de finir, qui porte sur le leadership politique sunnite à Tripoli entre 1976 et aujourd'hui. Donc en fait, tout est basé sur une série d'enquêtes de terrain, sauf que mon dernier terrain date de juin 2012, donc j'ai complété pour écrire ce papier avec des entretiens téléphoniques. Ce qui est une nouvelle expérience pour moi, et je pense que dans un autre cadre, j'aurais pu dire d'autres choses sur cette expérience, car je pense que les données produites par une telle enquête sont différentes que celles produites par un séjour d'immersion sur le terrain. Donc voilà, on peut y revenir dans les questions. Après, c'est aussi basé sur YouTube, Facebook, etc. Donc, comme on n'est pas, c'est un colloque un peu international, donc c'est un plan, un biparti, et pas de parti de sous-parti. Donc, je vais d'abord parler de la présence syrienne à Tripoli pour avoir un background historique pour comprendre un petit peu les dynamiques à l'œuvre à l'heure actuelle. Ensuite, les conséquences directes de la crise syrienne sur Tripoli. Ensuite, la position du gouvernement libanais ainsi que l'armée libanaise et comment tout cela est perçu à Tripoli par le jeune gens de Tripoli. Ensuite, Tripoli en tant que lieu de soutien moral à l'opposition syrienne. Et à partir de là, je vais me poser une question qui est pourquoi ce monopole des islamistes sur l'activisme anti-syrien, alors que, comme on va dire, on va voir des jeunes gens de toutes catégories politiques ont de tas de raisons pour en vouloir au régime syrien, des raisons historiques. Ensuite, on va se pencher sur les nouveaux leaderships islamistes et leurs biographies, ainsi que les biographies de deux foreign fighters, des moudjahidines de Tripoli qui se sont battus, qui ont voulu se battre en Syrie. Ensuite, on va retourner à ce paradoxe de départ. Donc, l'argument principal dans ce papier, c'est qu'en fait, la crise syrienne cristallise toutes les contradictions qui se trouvent déjà au sein du leadership politique sunnite, et on peut parler en effet d'une crise du leadership politique sunnite. Donc, j'ai l'impression que le public ici connaît bien l'histoire du Liban, donc ce n'est pas la peine de trop aller dans les détails. Il faut savoir que l'armée syrienne est rentrée au Liban le 1er juin 1976. Elle est rentrée à Tripoli en octobre 1976. Elle est partie en mars 2005 pour se déployer dans le Bekaa afin de partir, je pense, le 26 avril 2005. L'expérience de la présence syrienne à Tripoli a été particulièrement douloureuse. Notamment, il y a un massacre de sunnites à Bab et Tebbeene en décembre 1986, perpétré par des alliés de Hafez el-Assad, mais des alliés locaux, alaouites et sunnites. Et en fait, comme vous le savez, pendant la présence syrienne, les espaces politiques, sociaux, économiques syriens et libanais se sont mutuellement imbriqués. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un espace syro-libanais, et aussi de la création d'une classe politique entrepreneuriale syro-libanais avec des intérêts dans la fortification des liens entre les deux pays.
dont une personne qui fait partie de cette classe, c'est Najib Mikati, évidemment, qui a gagné une partie de sa fortune en Syrie. Ensuite, on peut aussi voir Tripoli comme un espace de réfraction des contradictions qui existent au sein de l'élite, qui existaient dans les années 80, au sein de l'élite dirigeante syrienne, dans le sens où les Alaouites dont je parlais tout à l'heure, qui participaient dans ce massacre, en fait, ils sont très proches du régime syrien, mais ils sont encore plus proches de Rifat el-Assad qu'ils n'étaient de Hafez el-Assad. Donc, on parle maintenant d'une personnalité politique alaouite de Tripoli qui s'appelle Ali Aïd. Et par hasard ou non, son fils s'appelle Rifat el-Aïd. En 2005, donc, l'armée syrienne se retire de Tripoli et de Liban tout entier. Tripoli est investie par le courant du futur, qui gagne tous les sièges sunnites en 2005 et tous sauf 2 sièges centristes en 2009. Au même temps, le champ islamiste tripolitain va devenir un microcosme du champ islamiste régional tout entier, dans le sens où les acteurs tripolitains islamistes sont financés par les États du Golfe, par le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Et aussi, on voit un milieu sunnite, des groupes islamistes, pas salafisme mais islamiste, financés par l'Iran et par la Syrie. Donc l'espace tripolitain, c'est vraiment un espace extrêmement régionalisé, plus qui est vraiment libanais. Donc, pour revenir aux questions de ce colloque, en fait, quelles sont les conséquences directes de la crise syrienne à Tripoli? Il y a d'abord les réfugiés. Il y a officiellement, comme a montré Aré, il y a 317 000 réfugiés syriens au Liban, mais les statistiques officieuses montrent jusqu'à 1 million de réfugiés syriens au Liban. Et à partir de là, on voit, ils sont basés évidemment à Tripoli. Il y a énormément de familles. Il y a des liens familiaux entre Tripoli et l'hinterland syrien, ce qui fait que toutes les familles tripolitaines ayant des membres de leur famille en Syrie accueillent jusqu'à 20 personnes dans leur maison. Donc, il y a beaucoup de monde. Et cela crée évidemment une pression économique, ça crée une pression sociale. Et en matière économique, comme a dit Isabelle tout à l'heure, les prix ont grimpé, notamment pour les appartements. Les loyers ont plus que doublé. Les prix aussi ont augmenté. Il n'y a plus aussi la demande des touristes syriens qui venaient auparavant acheter des choses à Tripoli. Après, il y a aussi une pression sécuritaire, dans le sens où il y a des affrontements réguliers entre Baal Morsin, quartier contrôlé et encadré par Rifat Aïd, et Bab Tebane, où il y a des groupes sunnites qui sont financés par, on ne sait pas vraiment exactement qui, mais on pense par l'Arabie Saoudite et le Qatar, et qui sont proches du grand futur, mais aussi d'autres, on y reviendra, aussi d'autres acteurs islamistes salafistes. Tripoli, on peut aussi se poser la question, est-ce que Tripoli est devenue une base arrière de l'armée syrienne libre? Et pour revenir à ce qu'il disait Aré tout à l'heure, en tout cas selon les échos que j'ai eus avec mes contacts, en fait, il n'y a pas tellement autant de refugee warriors. Il y a vraiment une séparation, selon ce que j'ai compris, mais peut-être j'ai mal compris, entre les deux, dans le sens où les combattants de l'armée syrienne libre se cachent dans des appartements, on ne les voit pas, mais on ne sait pas non plus qui est-ce qui organise la location de ces appartements, qui les paye et qui apporte à manger et boire. On pense que c'est peut-être les Qataris, mais on n'est pas trop sûr. Ensuite, on vient à la position du gouvernement libanais. Comme vous le savez, la politique du gouvernement Mikati, c'est une politique de dissociation par rapport à la crise syrienne, dit de neutralisme. Or, on voit fréquemment des transgressions par rapport à ce neutralisme. En tout cas, c'est ce que perçoivent les Tripolitains. Donc, dans un premier temps,
Les échos, c'est vraiment que, en fait, l'Iran et le Hezbollah sont aujourd'hui un flanc au sein des renseignements de l'armée libanaise. L'armée libanaise sont en train de grignoter et de se créer des réseaux d'influence. Après les accords de Doha, comme vous le savez peut-être, enfin sûrement, le 8 mars et le 14 mars se sont partagés les services de sécurité libanais, dans le sens au 8 mars a été accordé le contrôle des forces spéciales de l'armée et au 14 mars a été accordé les services du FSI, instance qui a été créée en 2005 après la révolution du Cèdre et financée par les États du Golfe. Et c'est une police aussi entraînée par la France et les États-Unis. Et en fait, après la chute du gouvernement de Saad Hariri en janvier 2011, je crois, en fait, les différents services de renseignement, ils ont commencé à financer des groupes sur le terrain en Tripoli notamment. On voit cela dans plusieurs villes, mais cela est très visible à Tripoli. On voit une surenchère entre différents groupes financés par tel et tel service. Donc la situation est très différente de celle qui régnait dans la période nassérienne, où le 2e bureau a effectivement contrôlé le Rabada et de tous les quartiers populaires sunnites de Tripoli et de Beyrouth. Et bien sûr, le FSI, c'est les perdants, vu que depuis l'assassinat de Wissam El Hassan, les FSI se sont beaucoup affaiblis. Donc c'est vraiment le Hezbollah qui remporte cette surenchère à Tripoli. Donc quelle est donc la réaction des Tripolitains vis-à-vis de ce qu'ils ressentent comme une menace? Ils en veulent énormément au gouvernement et il y a une condamnation générale, pas seulement à Tripoli mais dans tout le milieu sunnite, de la participation du Hezbollah dans la guerre syrienne et dans tout ce qui est senti comme une transgression au neutralisme au Liban. Et aussi notamment l'assassinat des 2 cheikhs à Akkar il y a quelques mois. Et ces 2 cheikhs qui dépassaient un barrage de l'armée qui a été assassiné en fait, ils ont pas, les officiers qui les tuaient, ils n'ont toujours pas été condamnés. Et les Tripolitains, ils sentent que cela, c'est à raison de la pression très forte syrienne sur les instances de l'armée. Donc, ce qui nous mène aux réactions des Tripolitains, à tout ce qu'ils ressentent comme des menaces, comme de l'insécurité. Donc Tripoli est devenue depuis les 2 dernières années une ville d'où sont organisées des manifestations de solidarité avec le peuple syrien. Mais encore, il faut différencier entre 2 types de démonstrations. D'une part, les démonstrations purement solidaires avec la révolution syrienne. C'était des manifestations qui ont commencé dès le 15 mars 2011, organisé par Hizb ut-Tahrir, donc groupe islamiste, mais qui se sont perpétués tout au long de la première année de la révolution, organisés par différents groupes islamistes. Ensuite, il y a un autre type de manifestation, c'est plus les manifestations sur le problème interne au Liban. Par exemple, sur les détenus islamistes dans les prisons syriennes qui sont depuis... ils ont été arrêtés en 2005 en liaison avec l'affaire Fatah al-Islam. Ils n'ont toujours pas été jugés. Certains ont été libérés, mais d'autres attendent encore d'être condamnés. Il y a aussi des manifestations en solidarité, par exemple avec le cheikh Arsir. Lorsque lundi, un homme qui est en fuite de l'armée libanaise, il a trouvé refuge dans la mosquée de Arsir et l'armée libanaise a voulu rentrer dans la mosquée. Donc tout de suite, les Tripolitains ont commencé à couper les routes, à brûler des pneus.
Après, ça s'est arrêté après 1 heure, mais donc c'est juste pour donner un exemple. Ou par exemple, en solidarité avec le cheikh arrêté dans la Bekaa vendredi passé, et extradité en Syrie. Et donc, ce sont plus des affaires internes libanaises dont l'acuité est intensifiée avec la pression des réfugiés syriens. Donc, voilà. On peut se poser la question maintenant, pourquoi ce monopole des islamistes sur l'activisme anti-syrien? Donc il y a plutôt 4 raisons que j'ai identifiées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on peut en discuter. Mais d'abord, c'est potentiellement très dangereux de participer. Ensuite, les laïcs sentent que leur solidarité avec la révolution en Syrie ne va pas servir ni au Liban, ni à la révolution syrienne. Ensuite, en fait, il y a comme une articulation de cadres, parce que c'est une notion qui a été créée par David Snow et Robert Benford, donc entre deux questions. D'une part, la révolution syrienne, et d'autre part, en fait, donc cette révolution est pour les islamistes rentrée dans un cadre régional sunnite anti-iranien, anti-Hezbollah, puisque certaines personnes islamistes sont convaincues que la chute du régime de Bachar al-Assad, ce serait le premier pas envers la chute du régime iranien, enfin, dans leur perception. Et ensuite, il y a des personnes qui disent qu'en fait, ces manifestations, c'est des islamistes télécommandés par les services spéciaux. Donc ces choses-là, c'est très difficile, évidemment, à prouver. Donc maintenant, on vient au nouveau leadership islamiste. Donc je voudrais parler de 2 personnes, dont un s'appelle Salim Rafai, l'autre s'appelle, donc il est cheikh, l'autre personne s'appelle El-Hajj Hossam Sabar. Après, il y a une organisation des oulémas musulmans. Donc, Salim Rafai, c'est un salafiste issu du diaspora tripolitain. Et il a vécu 20 ans en Allemagne, à Berlin, où il était responsable d'un mosquée. Après, il a été rapatrié après le retrait syrien en 2005. Il est aujourd'hui imam de la mosquée Al-Taqwa et soutient l'opposition syrienne. Il est aussi conseiller politique et religieux et spirituel d'un parti politique salafiste qui voudrait se présenter aux législatives de 2013. Donc, je ne sais pas comment est le temps. Ouais, d'accord. Parce que je voudrais lire un extrait de... Ouais, d'accord. Ok. Donc, Salim Rafai, c'est lui. Voilà. Et il est ici. Ici, ce sont les personnes qui travaillent avec lui. Ici, on a le cheikh Nabil Rahim, qui était en prison à Roumieh pendant longtemps, accusé d'être numéro 2 de Al-Qaïda au Liban. Je l'ai eu au téléphone hier, donc il m'a un peu expliqué sur les autres. Donc en fait, Salim Rafai dit « Si les États-Unis d'Amérique avaient réagi comme elles l'avaient en Libye pour accélérer la chute de Bachar al-Assad, le peuple syrien serait resté enfoncé dans le plaisir des distractions syriennes et dans l'inconscience. Cependant, Allah a rendu aveugles les Américains et leurs alliés. Ils se sont dit que si on leur venait en aide, on faciliterait la montée d'un gouvernement islamique. Ils les ont donc laissés s'entretuer en espérant se débarrasser à la fois du régime, en détruisant sa force, et des jeunes djihadistes syriens qui combattent sur le terrain. Grâce à cela, la flamme de la révolution s'est attisée dans tout le peuple syrien. L'atrocité assassine du régime contre son peuple ont porté les gens à croire à nouveau au djihad et à l'importance de porter les armes. À partir de ce moment-là, les hommes, les vieux, les femmes et les enfants ont tous commencé à porter les armes pour se défendre. Une année avant, les Syriens étaient un peuple mort. Durant une année, il est devenu un peuple djihadiste. Je prie à Allah que ce peuple fera chuter le régime syrien et aussi le régime iranien. Voilà, on va s'arrêter là. Si on a le temps, après, je peux vous montrer aussi un vidéo sur YouTube de cette personne. Mais je crois que pour l'instant, on va passer. Donc, il est aussi, bien sûr, proche de Ahmed Assir. Il a, bien sûr, aussi un site Facebook. Je ne peux pas vous le montrer maintenant parce qu'apparemment, ici, c'est bloqué. On ne peut pas ouvrir Facebook. Donc, c'est dommage, mais voilà.
Et ensuite, il y a l'autre personne qui s'appelle Hossam Sabar. Je n'ai pas de photo de lui, mais il est décrit comme une personne venue de l'inconnu, avec des armes et de l'argent. Et en fait, selon Nabil Rahim, qui le connaît très bien, il a vécu en Australie. Il est né en 1966. À Tebane, donc il a fait l'expérience de l'émirat islamique de Tawhid à Bab et Tebane avant de se réfugier à Sydney, où il a retrouvé une personne très importante de la diaspora salafiste tripolitaine, qui est Bilal Rajal. C'est ce que Bernard Rougier appelle un homme ressource, qui a monté une structure qui s'appelle le mouvement de jeunesse islamique en Australie, et fonde le magazine Nida al-Islam. Et il est en étroite collaboration, en contact. Il a rencontré plusieurs fois Abu Qatada, Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Et en 2001, il commence à donner des milliers de dollars australiens à un djihadiste tripolitain. Donc, le fait que El Haj Sabar et Bilal Rajal, ils ont été à Sydney au même moment et qui viennent du même quartier à Tripoli, je n'ai pas de preuves, mais ça laisse peut-être croire qu'ils ont été en contact. Voilà. Mais en même temps, Hossam Sabar, il est revenu au Liban en 2004. Il était avant cela en Syrie. Les gens disent qu'il voulait passer en Irak, mais il n'a pas réussi. Après, en fait, il est demandé par la police libanaise pour implication dans Fatah al-Islam. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience, mais il a une coordination totale avec Salem Rafai. Et en fait, ces deux hommes, ainsi que les autres cheikhs, ils communiquent avec les fidèles maintenant à travers WhatsApp, sur téléphone portable, à travers Facebook. Donc, ils donnent les fatwas à travers WhatsApp. Donc, tout le monde peut suivre en direct qu'est-ce qui se passe. Donc, ils ont une quinzaine ou vingtaine de posts sur Facebook tous les jours. Donc, ils sont très épris par la nouvelle technologie. Mais en même temps, Salem Rafai, pour revenir à lui, Hossam Sabar, il est proche des services libanais. Il était à la télé avec Mikati, et le colonel responsable des services spéciaux. Donc, Misbah al-Ahdab, un ancien député de Tripoli, il a dit « Si vous voulez savoir plus sur Hossam Sabar, il faut demander au Premier ministre. » Traduction, ils auraient pu l'arrêter, sachant que c'est le leader des milices, si vous voulez en finir avec les groupes armés de Tripoli. Il faut savoir que Misbah al-Ahdab est le 14 mars, donc il est positionné aussi. Ensuite, il y a une nouvelle organisation qui s'appelle Hayat al-Ulama al-Islamin, et en fait, ça a été créé à l'instar de Hayat al-Ulama al-Muslimin en Irak. Donc, c'est une organisation qui regroupe 3 000 cheikhs religieux et qui essaye de lever le ton un peu contre le régime syrien. Ça regroupe beaucoup de personnes, de cheikhs de Dar el-Fatwa, mais Dar el-Fatwa est bien sûr une instance officielle et ne peut pas prendre trop de position. Le leadership est en roulement. Il y a 6 mois, la présidence change tous les 6 mois. Jusqu'à maintenant, les présidents ont été des personnes de Beyrouth, mais l'actuel vice-président, c'est Salem Rafai. Les limites de cette organisation, qui vise aussi à contrôler évidemment le champ islamiste libanais et tripolitain, c'est que les gros poissons restent souvent en dehors, tels que Daesh Shahal, il se veut le fondateur du salafisme au Liban, et comme dit Pierre Bourdieu dans son Jeunesse et structure du champ religieux, les prophètes, ils veulent souvent éviter la bureaucratisation parce que cela a la tendance de réduire le charisme du prophète ou du leader. Donc à la fois Ahmed Assir et Daesh Shahal, ils restent en dehors. Donc il y a une compétition interne et une surenchère pour gagner les positions sur le champ salafiste. Et en fait, le champ salafiste, il est par nature très fragmenté. Chacun essaye de prendre le dessus sur les autres. Donc c'est un peu compliqué de créer ces instances comme cela.
On va passer aux foreign fighters, c'est les combattants du djihad de Tripoli qui veulent aller se battre en Syrie. Il y a une énorme polémique autour de cette question aujourd'hui au Liban et à Tripoli. D'une part, il y a les personnes qui disent que en fait, ce sont des personnes dupées par les renseignements de tel ou tel côté. Et que en fait, ces personnes-là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ça, c'est la version numéro 1. Et par exemple, ils racontent l'histoire de Khadr al-Meddin, un jeune homme de minier au nord de Tripoli, je vais vous montrer peut-être dans le nord. Ici, on a Tripoli. Et minier, c'est à peu près ici, dans la zone côtière. Ok. C'est F7 ? F5 ? Okay. Donc ils disent que en fait Khadr al-Meddin c'est un jeune mutahammis muhazzab, donc un jeune très poli, très sympathique, mais aussi très engagé, mais qui en fait était dupé dans le sens où il vient d'avoir son bac et il n'a jamais porté des armes. Mais d'autre part, on peut raconter l'histoire de Malek Hajdib. Donc en fait, il est issu d'une famille avec une histoire d'implication djihadiste. Son nom, ses cousins, enfin un de ses cousins s'appelle Youssef Hajdib. Il était arrêté au Liban pour implication dans la tentative d'exploser des trains en Allemagne en 2006. Donc, il est aujourd'hui à Roumieh, c'est un des leaders des prisonniers islamistes à Roumieh. Et il est aussi le cousin de Saddam Hajdib, qui est un membre de Fatah al-Islam qui a été tué à Nahr al-Barid en 2007. Et il a un autre cousin qui habite en Suède, qui sympathise aussi avec Al-Qaïda. Et son petit frère, Jihad Dib, c'est un djihadiste actif sur Internet. Donc on va voir maintenant que Jihad Dib, il essaye de mettre en scène son frère. Donc on voit ici, c'est Malek Hajdib, mais c'est tiré du site Internet, du site Facebook de Jihad Dib. Donc c'est son frère. Et ici, on voit Jihad Dib avec les cercueils des martyrs de tel... parce que ces deux personnes, en fait, ils ont été tués à Tel Kalar, donc à la frontière syro-libanaise, quand ils essayaient de rentrer en Syrie. Et ici, aussi tiré du site Facebook de Jihad Dib, un album photo djihadiste, salafiste. Donc, juste avant la conclusion, pour expliquer cette absence des laïcs, il me semble que les laïcs, ils ont une position beaucoup plus pragmatique, dans le sens où ils savent, où ils ont convaincu que la révolution syrienne n'a pas besoin d'hommes, n'a pas besoin de combattants, elle a besoin d'armes lourdes, et que pour cela, il n'est absolument pas nécessaire d'intervenir en Syrie, même si on est anti-syrien. Donc ils sont pas entraînés par l'émotion politique, ils restent pour cette fois-ci pragmatiques. En conclusion, on peut revenir à cette hypothèse que la crise syrienne cristallise toutes les contradictions du sunnisme politique. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Donc, dans un premier temps, en fait, ça cristallise l'essoufflement du nationalisme arabe. En fait, depuis l'affaiblissement de l'OLP, après l'accord d'Oslo, les sunnites ne maîtrisent plus, ou ils ont perdu l'initiative sur la cause palestinienne, qui est, comme le dit aussi Bernard Rouchier dans son livre L'Oumma en fragments, qui est un livre très important, que la cause palestinienne est passée du combattant, donc combattant sunnite de l'OLP, aux résistants de Hezbollah, financé par l'Iran, que l'Iran a pris le dessus sur la lutte contre Israël vis-à-vis des États arabes modérés, tels que la Jordanie ou l'Égypte. Voilà.
Et donc, un des enjeux qui se pose maintenant pour les élites sunnites en Syrie et au Liban, c'est comment se construire une légitimité sans passer par les islamistes, dans un temps où la cause palestinienne ne peut plus servir comme discours légitimant pour le leadership politique sunnite. Le désavantage d'une légitimité trop islamique, c'est que cela pose des questions ou des défis sécuritaires, dans le sens où les leaders, s'ils se réclament de l'islamisme d'une manière trop ouverte, ils sont accusés d'attiser les tensions, de représenter une sorte d'Al-Qaïda light. C'est des choses dont joue énormément Al-Akhbar et Aoun et aussi évidemment le Hezbollah. Donc par exemple, après l'incendie le 14 septembre 2012 d'une branche de la chaîne américaine KFC à Tripoli, par des gens qui se réclamaient de l'islam, mais qui n'étaient pas barbus, et qui étaient, selon d'autres, peut-être des voyous. Donc, cela a été posté sur le blog d'Al-Akhbar, le commentaire suivant: si on ne peut pas contenir sa rue, c'est qu'on est incapable. Donc, c'est un argument qui peut être détourné contre les leaders sunnites et qui les décrédibilise. Ensuite, on peut voir qu'à travers le prisme de la crise syrienne, que la communauté sunnite à Tripoli n'est pas du tout unifiée face à cette crise. Dans un premier temps, évidemment, il y a les députés, les ministres dans le gouvernement de Najib Mikati, sunnites, qui a cette politique de neutralisme avec tous ces défauts, et alors que la majorité de la population tripolitaine soutient la révolution syrienne. Ensuite, la crise syrienne cristallise aussi des contradictions au sein du courant du futur, dans le sens où il n'y a pas une seule politique du courant du futur vis-à-vis de la crise syrienne. D'une part, il y a des députés, des anciens députés du courant du futur, plus bourgeois, si vous voulez, qui disent il faut pas s'impliquer, ça n'est pas dans notre intérêt, c'est pas dans l'intérêt de la révolution syrienne, comme par exemple Mustafa Alouche à Tripoli. Mais d'un autre côté, il y a des députés du courant du futur dans la Bekaa et dans Akkar, notamment Khaled Dahir, qui est un ancien de la Jamaïa islamique, mais qui est passé au courant du futur, qui lui aide énormément sur le plan humanitaire les réfugiés syriens. Et certains disent aussi qu'il aide un peu aussi dans l'armement. Mais cela n'a pas du tout été prouvé, mais c'est juste une accusation. Mais en tout cas, il est beaucoup plus impliqué que Mustafa Alouche. Même chose pour les députés du Bekaa, comme Okab, Sakr. Ensuite, on voit ici Omar Karame, Najib Mikati, et ici Fouad Signora. Donc les leaders institutionnels se rencontrent, mais ils n'ont pas de prise en fait sur la rue. Ici, on voit les députés de Tripoli qui vont bientôt être renouvelés s'il y aura des élections. Samir El-Jissir, Najib Mikati, Mohamed Safadi, Mohamed Aboul Abed Kabbara, pardon. Et après, c'est le député de Courant Futur, mais Alaouite, voté par les voix évidemment sunnites de Tripoli. En conclusion, on continue. L'activisme anti-Assad, ce n'est pas du tout un projet pour fonder une nouvelle légitimité sunnite, pour remplacer la cause palestinienne. Ça n'est pas du tout de même valeur ou même ordre. Ça ne permet pas du tout. Et ce qui fait que le milieu salafiste de Tripoli s'empare de la cause syrienne. Et de nouveaux leaderships sunnites en compétition avec le courant de futur émergent. Après, on peut se poser la question, est-ce que Tripoli serait victime d'une représentation fautive dans les médias, dans le sens où, par exemple, comme a dit Misbah Al-Ahdab, que lors de rapatriement des corps des jeunes gens tués à Tel Kalar, on ne sait pas qui, mais quelqu'un a donné... quelqu'un dans les renseignements a donné des munitions aux jeunes gens pour qu'ils tirent dans l'air lors du rapatriement. Et ensuite, tout ça a été filmé, donc pour donner une image de Tripoli comme étant très radicale. On peut peut-être, plutôt que dire que les islamistes ont peut-être pas autant gagné en popularité qu'ils n'ont gagné en visibilité.
Tripoli, c'est une ville de 400 000 habitants. Et il y a à peu près 1000 personnes maximum, ou 1500 maximum personnes qui participent dans les manifestations islamiques. Donc cela donne dans les médias une image qu'il y a trop de personnes, qu'il y a beaucoup de personnes qui manifestent, mais en fait ça représente 0,25%. Ensuite, des Tripolitains, ils se plaignent parfois, ils disent que nous organisons des grands événements sportifs civilisés, et la presse ne vient pas pour couvrir cela, alors qu'ils n'hésitent pas à se mettre carrément sous les bombes pour couvrir les jets de roquettes entre Tebban et Balmorsen. Et il y a d'autres Tripolitains qui font part de leur crainte pour un massacre sur les Alaouites de Tripoli, ou des Alaouites tués. Il y avait déjà en juin 2012 certains magasins appartenant à des personnes de la communauté alaouite qui étaient brûlés. Donc ils ont peur que des attaques vont être lancées contre les Alaouites sur demande de Bachar el-Assad pour prouver qu'il y a une insécurité à Tripoli. Et montrer que Tripoli est une ville pleine d'Al-Qaïda et Jabhat al-Nusra. Donc après eux, en fait, ils disent que Tripoli c'est une ville islamique, mais c'est une ville islamique qui n'est pas radicale, mais qui est soufie. Donc le tissu social n'est pas propice pour faire un émirat islamique. Donc ce qui montre qu'en fait la lutte pour l'identité de la ville est encore ouverte. Donc on peut voir on peut voir ici la société civile en fait, qui fait une manifestation pour montrer que Tripoli fait partie du Liban, Tripoli est Lebanon, et ici que tous ceux qui essayent de faire fitna à Tripoli, qui peuvent protéger leur ville. Et ici, en fait, on a déjà vu, ici. Vous voyez Allah, c'est à l'entrée de Tripoli, c'est le mot d'Allah, et c'est un statut qui a été mis en place pendant la guerre, qui n'a pas été enlevé. Et en fait, avant, il y avait les statues d'Abdelhamid Karam, et l'ancien Karam, l'ancien Zaïm de Tripoli. Donc il y a encore comme une lutte identitaire pour cette ville qui n'est toujours pas terminée. Merci. Bien, merci. Alors, on va... Je veux juste faire une remarque. J'ai apprécié tous les trois exposés. Je pense de tout le temps, Tripoli a été une ville, entre guillemets, islamiste. Naturellement, je ne dirais pas tous les habitants de Tripoli sont des islamistes. Mais je me rappelle bien avant l'arrivée de Hezbollah tel comme il est aujourd'hui, que pendant la guerre civile, il y a des cheikhs qui ont réussi à établir une émirat à Tripoli et les femmes étaient interdites de sortir de chez elles sans une couverture totale sur la tête, etc., etc. Je peux vous dire également que j'ai un doctorant sunnite. Son frère, il est officier dans les services militaires au Liban. Et les deux garçons, ils ont un cousin salafiste qui habite à Tripoli et qui considère son cousin, l'officier, comme kafir. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit un salaire de l'État libanais. Donc je dirais, je suis très heureux de savoir que Tine considère que la lutte pour l'identité de Tripoli est encore ouverte. Ça donne de l'espoir. Oui, une question toujours sur Tripoli. Donc, vous avez parlé des différents mouvements islamistes. Vous n'avez pas parlé du Tawhid, mouvement de l'unification islamique de Saïd Sha'ban, donc proche du Hezbollah. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il devient un peu, est-ce qu'il pèse encore ou pas. Et dans le prolongement de cette question, vous avez évoqué également les salafistes pro-Hezbollah. Islamistes, tout à fait, ou en tout cas islamistes pro-Hezbollah. Bon, c'est un phénomène qui est moins connu. Qu'en est-il également à Tripoli ? Comment ils se positionnent par rapport
à la question syrienne? Est-ce qu'il y a des revirements de situation auxquels le Liban est souvent accoutumé? Et est-ce que le mouvement des Ahbash est également implanté à Tripoli ou pas? Voilà, merci. Oui, moi, c'est dans une réflexion un peu plus large sur les 3 interventions. Et même un peu sur ce qui a été dit ce matin et hier. Je vois dans le séminaire une concentration sur l'idée communautaire. On approche vraiment toute la question libanaise, toute la question syrienne, vraiment en mettant l'angle communautaire comme la principale entrée pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Je le vois à travers la lecture du consocialisme, où les autres variantes sont proposées, ou bien on entre dans guerre, ou bien on est dans les jeux de partition. Je le vois à travers la lecture de la loi orthodoxe qui a été proposée ici. Je vois à travers toutes les entrées, le communautarisme est partout. On posera la question, qu'y a-t-il d'autre sur le terrain réellement? Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi sur le terrain et qui se passent tous les jours et qui sont aujourd'hui à Beyrouth depuis un mois, et on en parle au Camo. Ça fait un mois qu'à Beyrouth, au Liban, qu'on est en grève, qu'il y a toute la fonction publique est en grève. Il y a 250 000 personnes en grève de toutes les communautés et de tous les partis politiques d'ailleurs. Il y a une logique différente aussi au Liban et qui, elle aussi, pose la question de l'État libanais beaucoup plus que la question communautaire. Et même peut-être si on trouvera des compromis à la consociationnelle, la question là, je pense, elle est bien pesante, elle va rester, et je ne trouve pas comment ils vont arriver à répondre à la question sociale au Liban. Il y a aussi une autre entrée qui est aussi pesante, et je l'ai trouvée aussi absente de ces séminaires jusqu'à présent, c'est la question israélo-arabe, la centralité de la question de la terre, de la résistance, tout ce dispositif qui est dans la représentation des populations au Liban, ou du moins de la région, pour ne pas parler du Liban spécifiquement, et qui est là, qui est présent, et qui donne des légitimités, que ce soit au Hezbollah, que ce soit aux salafistes d'ailleurs, parce que je ne pense pas que leur légitimité, ce soit juste l'opposition à l'Iran, et ça c'est de passage. Leur vraie légitimité, c'est qu'ils sont en train de combattre l'impérialisme, tout le projet de la défense de l'Oman. Alors, je vois un peu la concentration sur l'entrée communautaire comme la seule entrée. C'est surtout que je suis assez sceptique de la lecture des communautés comme des objets homogènes. Ils sont divisés politiquement. Ça c'est très clair, peut-être moins dans certaines communautés que dans d'autres, mais ils sont très divisés. Deuxièmement, en tant que représentant de ces communautés-là, il y a tout le débat sur les représentants. Est-ce que les dignitaires religieux sont les représentants? Est-ce que les représentants politiques sont les représentants? Est-ce que les acteurs locaux sont les représentants? Et là, il y a toute une littérature sur ça. C'est pas un objet homogène pour qu'on aborde la question du Liban à partir de ça. C'est juste ma position. En plus, moi, personnellement, en tant que personne laïque, cette lecture me met tout à fait hors du pays, quoi. Je n'ai pas ma place. Quand je regarde, quand j'entends tout ça, du Hezbollah, des salafistes, des chrétiens, des arméniens, et moi, je suis où dans tout ça? Merci. Oui, moi j'ai 2 interrogations pour Isabelle Roch. La première, que représente dans l'échiquier maronite les chrétiens que j'appellerais aounistes, c'est-à-dire qui sont fidèles à la personne et à l'action de Michel Aoun. Et la deuxième interrogation, comment se situe le président maronite, donc chrétien Michel Sleiman, par rapport à la crise syrienne? Merci. Je réponds tout de suite ou on prend... Alors pour répondre à votre première question, donc par rapport aux chrétiens proches de Michel Aoun, je pense, et je l'ai dit dans ma présentation, je pense que ce que le patriarche Rai a essayé de faire
c'est justement d'essayer de ne pas trop rentrer dans ce clivage politique qui existe justement au sein de la communauté chrétienne. En faisant quoi? En inscrivant justement ces actions dans le prolongement d'une politique vaticane avant tout. Donc effectivement, vous avez des chrétiens aonistes, vous avez des chrétiens jarjaïstes, si vous voulez, et à l'intérieur de la communauté aujourd'hui, ça crée effectivement des tensions. Il se peut, et ça est arrivé à Paris même, donc quand vous allez assister à la messe Notre-Dame du Liban, à l'époque où il y avait encore le monseigneur Saïd Saïd, qui soit 14 mars ou Aoun, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais il ne reste pas moins que les églises, au moins dans la diaspora aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus un endroit pour s'exprimer politiquement. Et là-dessus, le clergé lui-même, la neutralité, bonjour. Donc ça reste justement pas assez neutre. Et il y a une messe où j'ai assisté, où il y a un monsieur qui s'est levé en lui disant « Mais arrêtez là de parler politique, on est venu pour écouter la messe. » Voilà. Donc je pense, pour Aïe, c'est la tâche la plus difficile. De surmonter cette division interne. Il l'essaye justement, je pense, en ce que je dis aussi, en utilisant peut-être la stratégie que les ordres maronites ont utilisée pendant la guerre civile, c'est-à-dire de justifier toute action qui peut paraître politique comme une action morale, comme un devoir moral. C'est d'ailleurs la théologie d'incarnation qu'a inventé le fameux Boulos Nahman et son cher confrère Charbel Cassis lors de la guerre civile libanaise. On a parlé beaucoup des moines soldats qui sont donc officiellement engagés dans cette guerre contre le patriarche. Et donc votre deuxième question, c'était... Le président Michel Sleiman, donc quelle est sa position, s'il vous plaît? Je pense qu'elle est dans une position assez coincée, pour être franc, parce que même si les chrétiens, ouvertement, il n'a pas du tout adopté une position de solidarité chrétienne. Au contraire, il a essayé de rester là aussi neutre, de mettre en avance plutôt le concept d'ingérence, de non-ingérence onusien, plutôt que d'afficher ici une solidarité religieuse. Maintenant, voilà, la question qui se pose et que je trouve qui mérite aussi d'être discutée, est-ce que cette position de non-ingérence de la part du gouvernement libanais ne laisse justement pas la place à une politique de laisser-faire sur le plan communautaire. Et je me permets aussi de répondre au monsieur, je ne sais pas qui a posé les... Voilà. Donc, je suis assez d'accord avec vos remarques et j'ai également suivi de près les contestations qui sont en train de se produire actuellement donc au Liban, notamment de la part aussi des enseignants. La question ici, c'est en fait, est-ce qu'au Liban, on assiste à une émergence d'une société civile, hein? La question, elle a été déjà posée une fois après la guerre de 2006, où vous avez eu effectivement une émergence d'ONG de différentes sortes, mais aussi justement de collaboration et de coopération transcommunautaire qui était effectivement très présent. Mais je trouve que dans l'histoire libanaise, on assiste ici toujours à des phénomènes de courte durée. Donc la question, et c'est pour ça que je ne peux pas répondre à ce que vous dites actuellement, je pense qu'il faut effectivement laisser passer les choses et pour permettre d'avoir un recul un peu sur les protestations qui sont en train de se faire actuellement, pour voir si ça débouche sur quelque chose ou pas. Parce que finalement, après la guerre de 2006, les ONG qui se sont créées, ils se sont très vite aussi estompés.
Oui, mais en quoi l'objet de communauté est-il plus légitime comme entrée de recherche? Puisque c'est même pas un objet homogène, il a différentes faces, il a différents acteurs, c'est différents niveaux, et on l'approche comme un objet. C'est ce qui me surprend un peu. Si je prends par exemple le cas chiite, okay, le travail de Mona Harb, de beaucoup d'autres, déjà de Khouri dans les années 70, anthropologiquement, il montre Khouri que la construction du système communautariste chiite, c'est pas un objet. C'est différent si on parle au niveau local, au niveau stratégique et différents acteurs. Aborder les communautés comme un seul objet avec des intérêts bien spécifiques, homogènes, dans des logiques d'opposition et de positionnement. Et qui a le droit de parler au nom de la communauté? C'est surtout pas les dignitaires religieux qui sont marginalisés parfois, qui deviennent des stars parfois. Mais ils sont aussi instables que la société civile, la communauté. Et alors, faire une lecture en termes de communauté, c'est tout aussi... Je suis assez d'accord, et je pense peut-être que je n'ai pas assez insisté sur ce point-là, mais je l'ai développé de plus dans le papier. C'est justement qu'au sein des différentes communautés, vous avez si on peut aussi utiliser le terme, des localismes qui sont très différents. Si vous voulez regarder les Maronites qui se trouvent au Liban du Sud, ceux du Kesserouin, ceux du Metten, on trouve pas les mêmes, on trouve déjà pas les mêmes mentalités et encore moins les mêmes habitudes, les mêmes pratiques. Donc effectivement, ça change. Mais je vois en fait. Je trouve on fait aussi une sorte d'exclusion entre communauté et laïcité. Et là, c'est là en fait où moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi communauté opposerait forcément laïcité? C'est aussi une grande interrogation que voilà, c'est un grand débat qui pourrait s'offrir là-dessus. Pourquoi communautarisme voudrait dire absolument non-existence d'une laïcité? Ça, non, s'il vous plaît, pas de discussion à la pause. Tine va répondre maintenant, parce que dans 7 minutes, on fait la pause. Ok, merci. En fait, pour répondre aux premières questions du monsieur, en fait, oui, évidemment, Tripoli a aussi un milieu islamiste et salafiste très prégnant, mais je dirais plus que Tripoli, en fait, c'est une ville plus qu'autre chose schizophrène. En fait, Joubran Nahas, dans un papier, il parle de l'existence de deux villes. Enfin, évidemment, toute ville est schizophrène, mais à Tripoli, c'est encore plus visible que dans d'autres villes, à côté, notamment à cause de l'énorme ceinture de pauvreté qui entoure Tripoli. Donc, en fait, on peut parler de l'existence de deux villes qui ont chacun leur espace de sociabilité, leur lieu de sociabilité, leur axe, grand axe, qui correspondent avec des hinterlands très différents. Dans le sud-ouest de Tripoli, dans une zone qui correspond avec Batroun, avec Beyrouth, il y a une nouvelle zone urbanisée, Dam el-Faras, avec une rue qui s'appelle Achir el-Daye, où il y a énormément de nouveaux cafés. C'est une zone qui n'est pas trop impactée par la crise syrienne, où les jeunes sortent en mini-jupe, etc. Alors que dans un autre côté de Tripoli, dans le nord, on a une zone beaucoup plus... c'est Tripoli des pauvres, en fait, un rapport du PNUD a montré récemment que 37%, je crois que c'est 56% de la population du Nord Liban vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 17% environ vivraient en extrême pauvreté. Donc c'est surtout ces populations-là, les lumpen, qui seraient plus, qui habitent dans une zone qui correspond plus avec l'hinterland sunnite du nord, de Akkar, Menye, Niye,
ainsi qu'avec les camps palestiniens de Beddaou et Nahr el-Barid. En fait, c'est plus ces personnes-là qui sont susceptibles d'être mobilisées par les groupes salafistes. Et en fait, on peut peut-être voir le cadre islamiste comme un cadre alternatif pour ces lumpen de Tripoli, l'expression des quartiers populaires de Tripoli. Ils se disent salafistes, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire d'être salafiste ? D'autre côté, on a la classe moyenne qui est évidemment, qui se dit très moderne, mais qui est aussi évidemment une grande partie très croyante et pratiquante, mais c'est pas un islam radical, c'est un islam conservateur. Et c'est un islam ça ressemble à ce que Patrick Haney appelle l'islam du marché. Donc c'est beaucoup plus la réalisation du soi, etc. Voilà, donc pour les autres questions, oui, il y a même des salafistes djihadistes au sein de l'armée. Donc certains, oui, si vous lisez le livre L'Oumma en fragments, Bernard Rouchier fait l'étude je crois que c'est ceux qui ont fait exploser les KFC, McDonald's dans les années 2000. Et il y avait notamment une personne, je crois Mohamed Kaki, qui était dans l'armée, officier dans l'armée, ou jeune soldat dans l'armée. Il faisait son service militaire. Pour l'islam, le salafisme ou l'islamisme pro-Hezbollah, c'est notamment en fait le Tawhid, le mouvement d'unification islamique, Harakat al-Tawhid al-Islami, qui a été créé dans les années 80, mais qui est passé sous la main de la Syrie, si je puis dire, et de l'Iran. Et en fait qui est complètement financé par le Hezbollah. Donc ils n'ont pas trop le choix en ce moment, ils continuent de soutenir le régime syrien. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler d'eux, donc ils gardent un peu le profil bas en ce moment. Pour elle... oui, et il y a aussi Jabhat al-Amal al-Islami, la branche de Fatih Yakan, qui est décédé, le docteur Fatih Yakan, un des intellectuels islamiques le plus connus au Liban, qui est décédé en 2009, qui était très proche du régime syrien, qui a créé une scission au sein de Al-Jama'a al-Islamiyya. Donc c'est aussi un groupe pro-syrien et pro-iranien, mais qui souffre aujourd'hui d'une crise de leadership, puisqu'il n'y a aucune figure qui peut remplacer Fatih Yakan. Ensuite, pour l'Ahbash, c'est vrai qu'on n'entend pas énormément parler d'eux. Ils contrôlent encore quelques mosquées, mais à l'Ahbash, c'était plus la Syrie, alors que maintenant c'est plus le Hezbollah et l'Iran qui essayent de clientéliser. Donc c'est plus à travers Tawhid. Il y a aussi un cheikh salafiste qui a étudié à l'Université islamique de Médine, qui a travaillé avec Daesh Shahal, et qu'en fait, après, il est devenu salafiste modéré, mais c'est une modération religieuse, ouverture face aux chiites, puisqu'il est désormais financé par le Hezbollah et par Mikati. Mais en fait, c'est une radicalité politique dans le sens où il soutient des projets radicaux politiques.